cette édition, nous irons en Gambie qui vient de fêter un double événement, la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance, conjuguée à l'investiture du président Adama Barrow. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont pris part à cette cérémonie à Banjul. La Côte d'Ivoire, ici, le transport est en pleine mutation. L'on parle de plus en plus de véhicules connectés, des sociétés de transport qui fonctionnent à l'aide de moyens technologiques. Le réseau Les Taxis Connectés, c'est le sujet de ce dossier de 20h que nous vous proposerons. En Équateur, environ 13 millions d'électeurs ont voté aujourd'hui pour choisir leur nouveau président. Le scrutin s'annonce serré dans ce pays pétrolier où l'économie est affectée par la chute du dollar. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Depuis quelques années, donc en Côte d'Ivoire, je le disais, et c'est le dossier que nous vous proposerons tout à l'heure, à savoir les taxis connectés. Commençons par la Gambie qui a fêté un double événement hier, la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance conjuguée à l'investiture du président Adama Barrow. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont pris part à cette double cérémonie à Banjul. Le président Barrow a annoncé qu'il va travailler pour une Gambie plus libre et plus démocratique. On fait le point avec Viviane Aimé. Ce samedi 18 février 2017 marque une date mémorable dans l'histoire de la République de Gambie, avec la célébration de ses 52 ans d'indépendance et l'investiture de son nouveau président Adama Barrow, qui met fin à 22 ans de pouvoir de son prédécesseur Yaya Jammeh. Moment historique. Nous serons tous à Banjul pour l'installation du président nouvellement élu, Adama Barrow, avait déclaré le président de la République, Alassane Ouattara, lors du 50e sommet de la CEDEAO à Abuja, le 18 décembre dernier, alors même que la crise post-électorale gambienne donnait les signes d'un durcissement. Après une médiation réussie de la CEDEAO auprès du président sortant, Yaya Jammeh, qui a consenti à céder le pouvoir, c'est ce samedi 18 février que le président nouvellement élu, Adama Barrow, après sa prestation de serment le 19 janvier dernier à l'ambassade de Gambie au Sénégal, a été officiellement investi en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, au nombre desquels le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les festivités avaient pour cadre le stade de l'Indépendance à Bako, non loin de Banjul, la capitale. Moment fort de cette cérémonie d'investiture, la prestation de serment sur le Coran du président Adama Barrow. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui a déjà conduit durant 2 années successives, à la demande de ses pairs chefs d'État, les destinées de la CEDEAO, ne pouvait que se réjouir du rétablissement de la légalité constitutionnelle en Gambie. Saisissant l'occasion de ces retrouvailles entre chefs d'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Et le président de la République qui a regagné Abidjan hier, tout juste après la cérémonie d'investiture du président gambien Adama Barrow. Le Trésor public en conclave à Yamoussoukro vient de clôturer ses travaux. Le ministre de l'Économie et des Finances affiche ses ambitions, faire de l'institution financière une administration moderne qui favorise l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Koné engage donc le Trésor à relever plus de défis en cette année 2017. Le reportage de Léon Pro. 2 jours de travaux pour consolider l'exercice écoulé, 1506 milliards 520 millions de francs CFA mobilisés, dont plus de 1347 milliards sur le marché financier en 2016, avec exécution à plus de 99% des actions de l'institution financière. Cependant, des insuffisances, entre autres l'existence de chèques rejetés difficiles à régulariser, la persistance de soldes anormaux dans la balance des comptes du Trésor, des dysfonctionnements à corriger à travers 9 actions prioritaires résumées dans le slogan 2017, année de l'information fiable et disponible à temps. J'engage les services opérationnels concernés à l'optimisation du système d'information financière face aux attentes sans cesse croissantes de nos partenaires et usagers clients.
L'engagement du Trésor public est encouragé par sa tutelle, une façon pour le ministre de l'Économie et des Finances de plaider pour une administration financière plus moderne et plus performante, l'objectif étant de permettre à l'État de tenir ses engagements, encore que les récents remous sociaux et leurs incidences sur l'économie nationale annoncent déjà une année 2017 difficile. Nos recettes fiscales vont diminuer, de l'autre côté, on a des dépenses à faire qu'on n'avait pas prévues. C'est ça la complexité de la gestion 2017. Au niveau du Trésor, on n'a pas l'habitude de dormir sur nos lauriers. Je voudrais vous demander, comme nous avons eu l'habitude de le faire, que l'année 2017 soit mieux que 2016. Ce défi pourra-t-il être relevé? Rendez-vous fin 2017 pour répondre au terme du séminaire bilan du Trésor et de la comptabilité publique. Des défis attendent également le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Le ministre Souleymane Diarra-Souba, en visite dans la région du Gbeke, annonce un plan Marshall pour redynamiser le marché de gros de Bouaké. Plus de 22 milliards de francs CFA seront déboursés pour ce plan. Il s'agit de booster les activités du marché de gros qui demeure le réservoir du vivrier de Bouaké. Explication avec Léon Pro. Première visite de travail pour le ministre du Commerce à l'intérieur du pays, le marché de gros de Bouaké. Une visite guidée, puis Souleymane Diarra-Souba échange avec les exploitants des lieux. Objectif, comprendre le fonctionnement, mais également les difficultés et les attentes des acteurs du marché de gros. Sécuriser le périmètre de protection nous permet d'être efficaces et incontournables. Mettre un fonds à la disposition des commerçants. Aussi évoqué, entre autres, la formation des commerçants, les infrastructures pour la redynamisation du marché de gros, des doléances appuyées par l'administration de l'espace et la mairie de Bouaké auquel le gouvernement a déjà réfléchi, selon le ministre du Commerce. Un plan d'action stratégique de 22 milliards 500 millions a été élaboré sur 10 ans, dont 900 millions de francs CFA sont prévus en investissement d'urgence sur 12 mois maximum pour la remise à niveau des bâtiments, la correction des anomalies, l'adduction d'eau et la fourniture d'électricité. De même, de nouvelles infrastructures seront réalisées, notamment la construction d'une chambre froide et d'une station de lavage. Le ministre du Commerce a aussi annoncé un marché de gros dans 10 autres régions, l'identification des commerçants, la facilitation de leur accès au crédit, non sans appeler les acteurs nationaux du commerce au civisme fiscal. On en arrive au dossier de ce 20h consacré aux taxis connectés, véritable révolution dans le domaine du transport en Côte d'Ivoire. De plus en plus des sociétés de transport fonctionnent à l'aide de moyens technologiques tels que le GPS. Mais comment cette technologie appliquée au secteur du transport urbain est-elle accueillie par les Abidjanais? Quel est leur jugement? Et comment mesurer l'impact de cette technologie dans le transport urbain? Les taxis connectés, c'est le dossier que nous propose pour ce 20h Astou Touré. Le transport urbain, un secteur en pleine révolution. Des taxis ordinaires, une nouvelle donne aujourd'hui. Les véhicules connectés, des start-up de plus en plus visibles à la réalité. Des sociétés de transport qui exercent à l'aide de technologies adaptées. Un véhicule connecté, on va y trouver donc, comme je disais, un boîtier, une connexion à un serveur, et derrière on va y trouver en fait beaucoup d'informations, qui vont être des informations type à quelle vitesse le véhicule roule, sur quelle route il est, comment il freine. C'est le confort, c'est la raison pour laquelle je suis client particulier. C'est pas un seul clic. Et via Google Smart, je suis simplement téléchargé l'application en 3 clics. J'ai déjà fait la réservation à partir de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée. Et tous les identifiants du chauffeur me sont apparus sur mon écran, l'écran de mon appareil. Et c'est ensuite qu'en 5 minutes, le chauffeur est venu me chercher. La tablette me signale, automatiquement je fais un clignotant, si je suis en circulation, je gare, j'essaie de voir l'identifiant. À partir de là maintenant, je valide la course, je localise le client en question et je pars le chercher. Aujourd'hui, la technologie se positionne comme réponse à un challenge social, celui d'améliorer le transport urbain. Aujourd'hui, la technologie est essentielle pour le domaine du transport. Parce qu'on sait que, par exemple, sur un pays comme Abidjan,
comme la Côte d'Ivoire, une ville comme Abidjan, on sait le nombre de voitures qui circulent par jour est assez extraordinaire. Donc par rapport à ça, le fait de connecter ces voitures permet d'avoir une information plus précise. Parfait est développeur d'applications, également responsable d'une société de transport. Pour lui, ce système permettra de professionnaliser et sécuriser le transport en Côte d'Ivoire. Ce système-là permet plus ou moins de sécuriser aussi bien les déplacements pour les clients et les chauffeurs. Aussi, il permet d'uniformiser les prix des courses parce que c'est des prix qui sont basés sur le compteur qui a été défini par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc c'est aussi bien avantageux pour le client que pour le chauffeur. Nous avons la photo du chauffeur, la photo du véhicule, le permis de conduire, la carte grise et l'assurance. Donc aujourd'hui, avec toutes ces données-là, il est clair que nous avons une traçabilité de l'individu. Environ 95% des conducteurs dans le milieu du transport sont analphabètes. Pour les initiateurs des véhicules connectés, la formation de ces acteurs de transport s'impose. Lorsque vous déposez votre demande pour être chauffeur, nous fait appel pour conduire avec les chauffeurs pour voir qui conduit très bien. À partir de là, nous sélectionnons les chauffeurs qui sont très bien et nous les mettons à la disposition. C'est un projet social qui permettra d'améliorer l'existant. Il se présente aussi comme une solution au problème du chômage des jeunes. Nous avons pour but de grandir et d'accroître l'effectif de l'entreprise. Et nous sommes vraiment en partenariat avec les grandes écoles dans le but de prendre vraiment ceux qui viennent de finir et de les former et de grandir avec eux. La technologie permet de résoudre de façon formidable le gros problème de chômage auquel est confronté nos différents pays ici en Afrique. Parce qu'avec la technologie, en moyenne, pour une voiture qui roule, vous recrutez au moins 3 personnes. Donc imaginez-vous, si on arrive à atteindre 100 000 voitures, on va recruter 300 000 personnes. Les conducteurs de taxis classiques ne s'en plaignent pas, mais reconnaissent plutôt la nécessité d'organiser le secteur afin d'améliorer leurs conditions de vie. Franchement, ça ne nous dérange pas. C'est comme sur le commerce. Hein. Tu vois comment il y a plusieurs commerçants, chacun gagne pour lui. Néanmoins, si l'État pourrait approfondir, que chaque personne ait déclaré une retraite, c'est bon. Le secteur du transport a organisé donc. Mais en attendant, la diversité de choix, la population semble s'y être habituée. Voilà les taxis connectés, un dossier réalisé par Astou Touré. Parlons à présent de gouvernance électronique et numérisation des archives. Ce sont les projets du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le ministre Pascal Kwaku Abina veut une administration ivoirienne efficace. Il invite donc tous les fonctionnaires à s'inscrire dans la démarche qualité, nous explique Grace Kanto. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration s'imprègne des conditions de travail des structures sous tutelle de son département. Dans l'échange avec ses collaborateurs, Pascal Kwaku Abina a dévoilé ce chantier et affiché sa détermination à bâtir une administration de qualité. Je vous invite donc à redoubler d'efforts et d'ardeur au travail, car les défis à relever restent encore nombreux. Le vaste programme de gouvernance électronique, dont la dématérialisation des démarches administratives et la numérisation des archives sont en cours de réalisation. Les agents du ministère de la fonction publique adhèrent à la vision de leur premier responsable. Ils lui ont par ailleurs adressé leurs préoccupations pour la bonne marche de l'administration. La mise en place des projets importants pour lesquels nous sollicitons personnellement. Il s'agit de l'assurance maladie au profit des agents, les opérations immobilières. Le ministre Pascal Kwaku Abina compte apporter des réponses à ces doléances. L'administration publique ivoirienne, selon lui, est engagée sur la voie de l'efficacité et de la qualité. Et vous désirez entrer à la fonction publique, vous êtes donc candidat au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA session 2018. Sachez que les inscriptions ont déjà commencé et s'achèvent le 19 mars prochain. L'annonce a été faite par le secrétaire général de l'ENA. On retrouve Grace Kando. Les concours professionnels et directs d'entrée à l'ENA, École nationale d'administration session 2018, sont ouverts. Les épreuves écrites d'admissibilité des concours directs comprennent désormais une étape de présélection à l'issue de laquelle les candidats retenus suivront des cours de préparation.
Au niveau des concours professionnels, le relèvement de l'âge limite des candidatures passe à 50 ans pour le cycle supérieur et 45 ans pour le cycle moyen supérieur et le cycle moyen. Pour cette session 2018, des dispositions sont prises pour alléger les charges des candidats. Il s'agit notamment de la réduction des frais d'inscription au concours qui passe de 35 000 francs CFA à 26 500 francs CFA et la suppression de l'étape de dépôt des dossiers à la poste. Ouvertes le jeudi dernier, les inscriptions au concours d'entrée à l'ENA se poursuivront jusqu'au 19 mars prochain. Le président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie était l'invité du magazine de ce dimanche au journal de 13h présenté par Alvorassa. Ziomoussa a fait le bilan des activités de l'OLPED centrées sur la sensibilisation des journalistes à l'éthique et à la déontologie. Il a aussi parlé des perspectives de l'OLPED. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. L'OLPED se porte bien. Nous avons même en vue notre congrès qui se tiendra au mois de mai, juste après la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc nous nous portons bien. Nous avons joué un rôle toujours important auprès des journalistes et dans l'exercice de ce métier. En quoi faisant? En faisant le monitoring, c'est-à-dire en regardant avec une grille, avec un tamis, tout ce que les journalistes produisent, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit dans la presse papier, dite la presse imprimée. Et nous faisons en sorte que toutes les fautes éthiques et déontologiques commises par la presse nationale soient relevées et que ces fautes-là trouvent réparation généralement. Mais ce sont des réparations professionnelles. Donc c'est notre façon de faire depuis 21 ans. On peut aussi considérer que, effectivement, tous ceux qui écrivent un papier dans un journal, qui publient ce papier, tous ceux qui font du journalisme à la télévision et tous ceux qui font du journalisme sur le net sont des journalistes. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour être journaliste professionnel, il faut être détenteur de la carte d'identité de journaliste professionnel. Cela fait partie des acquis que nous avons obtenus avec les pouvoirs publics de Côte d'Ivoire au bout de très longues années de bataille. Avis aux âmes sensibles, puisque les images que vous allez voir maintenant peuvent choquer. 3 enfants ayant des malformations à la naissance ont été pris en charge par l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire. Cette ONG est spécialisée dans l'évacuation sanitaire d'enfants malades vers les États-Unis d'Amérique. Récemment, elle a procédé à l'évacuation d'un enfant ayant une malformation congénitale. Attention donc à ces images. Francis Boifo pour le reportage. Ce bébé est né avec une malformation congénitale. Dominique Abolo a 4 pieds, dont 2 dans le dos. Grâce à l'ONG Children Hope Côte d'Ivoire et ses partenaires, ce bébé s'est envolé pour les États-Unis d'Amérique. Il va y subir des soins. C'est que la structure veut lui permettre de retrouver le sourire comme les autres enfants. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie de savoir que bébé Dominique aura la possibilité de partir se faire soigner, revenir et avoir, on va dire, une vie la plus agréable possible en fait. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir pu y contribuer. L'ONG Children Hope Côte d'Ivoire est spécialisée dans les évacuations sanitaires d'enfants malades vers les États-Unis d'Amérique. En 10 ans, elle a pris en charge 98 enfants. Récemment, cette organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être des enfants défavorisés a accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 2 enfants après plusieurs mois passés dans les hôpitaux américains. Yasmine Naounou est rentrée avec une prothèse au pied qui lui permet de retrouver le chemin de l'école. Avant son voyage, cette fillette souffrait d'une anomalie rare au pied. Visiblement heureuse, la petite Mariama Diomandé a du mal à se séparer de celle qui a pris soin d'elle avant et après son opération chirurgicale. Elle avait une tumeur au niveau du front. La prise en charge d'un enfant depuis la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis pour y subir des soins est estimée à environ 4 millions de francs CFA.
Pour soulager plusieurs autres enfants en difficulté, l'ONG Children's Hope Côte d'Ivoire et son partenaire, The Little Sun for Kids, attendent l'aide de personnes de bonne volonté. La Côte d'Ivoire a célébré hier la journée nationale de lutte contre les feux de brousse à Sifié dans le département de Séguéla. La campagne est donc lancée avec le message « Zéro feu de brousse », un message qui devrait être relayé dans plusieurs départements afin de sensibiliser les populations sur les causes et conséquences des feux de brousse. Le reportage de Ngana Konati. Cette journée a été l'occasion pour le ministère des Eaux et Forêts de sensibiliser les populations sur les menaces que constituent les feux de brousse au plan social, économique et environnemental de notre pays. Il a été donc recommandé à toutes les populations de faire preuve de beaucoup de vigilance en adoptant un comportement nouveau. Mesdames et messieurs, mettons en place des pare-feux autour de nos plantations. Prenons soin d'écraser complètement les mégots de cigarettes. Arrêtons définitivement de mettre le feu à la brousse pour les parties de chasse au gibier. Au regard de la désolation et de la tristesse que créent les feux de brousse en cette période de saison sèche, le directeur général des Eaux et Forêts, représentant le ministre Issa Koulibaly, a invité les populations à la prudence. En ce début d'année 2017, on nous signale déjà des feux de brousse un peu partout. Il y a seulement quelques jours, on a enregistré l'incendie de 25 cases dans le village de Yor, dans la sous-préfecture de Toupa. Un feu non contrôlé a tué 2 enfants de 5 et 6 ans dans la sous-préfecture de Séguélon le 4 février 2017. J'en appelle donc à la conscience morale et humaine de tous ceux qui, volontairement ou de façon criminelle, mettent le feu à la brousse. Un message bien perçu par les populations, déterminé à éradiquer le fléau des feux de brousse en mettant l'accent sur la sensibilisation. Après le message lancé par le ministère des Eaux et Forêts, nous avons chargé d'aller dans les hameaux, d'aller dans les petits villages pour sensibiliser nos parents. Nous allons sensibiliser nos mamans, la jeunesse, parce que le feu de brousse nous fatigue beaucoup à Sifié. Du matériel et des kits de sensibilisation ont été remis aux comités installés dans la région du Morotougou afin de servir de relais dans leurs villages respectifs. On ouvre le chapitre politique à présent avec le Forum des femmes des partis politiques qui vient de faire son bilan après 2 années d'existence. Le Forum note des avancées dans la lutte pour les droits et l'évolution des femmes dans la société ivoirienne. Mais selon le Forum, beaucoup reste à faire pour arriver à la parité dans tous les secteurs d'activité, notamment en politique. Explication détaillée avec Michel Digré. 50 femmes issues de 25 partis, membres du Forum des femmes des partis politiques de Côte d'Ivoire, en conclave. L'idée est de regarder dans le rétroviseur après 2 années d'existence afin d'élaborer une stratégie d'activité efficace pour le futur. Le bilan, c'est que la structure est née, la structure a fonctionné, la structure a pu avoir des partenaires qui ont appuyé et nous avons fait des activités qui nous ont permis de motiver les femmes afin que les femmes participent énormément à la politique. Faire bouger les lignes de la représentativité des femmes dans les instances de décision des partis politiques, un objectif majeur qui est en passe d'être atteint. Je peux dire que la parité du genre commence à voir le jour. Parce que toutes les fois qu'il y a des nominations, je constate qu'on approche les 30%. Nous sommes un des partis qui ont décidé de mettre le quota de 30% de représentativité au sein des instances du parti. Et quand on observe, je pense que nous sommes en train d'avancer vers la parité même. Toutefois, beaucoup reste à faire pour accroître ces acquis. Raison pour laquelle un plan d'action a été adopté par les membres du FMPCI pour la proposition d'une loi sur la participation des femmes aux assemblées élues. La journée nationale du dialogue interreligieux s'est tenue ce week-end à la paroisse Christ-Roi à Bingerville. C'est une initiative du nonce apostolique. L'objectif visé est de promouvoir la fraternité universelle. Cette journée donc a réuni d'autres confessions religieuses, nous dit Chantal Eouma Kandan.
La déclaration Nostra Aetate est un appel à la fraternité universelle promulgué par le pape Paul VI le 28 octobre 1965 à Rome. C'est une déclaration conciliaire sur les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. 50 ans après, la commission épiscopale du dialogue interreligieux, à l'initiative du nonce apostolique, y consacre une journée nationale. Tous les enfants d'un seul créateur, c'est vrai que chacun a choisi sa religion, mais la religion ne doit pas nous diviser. Le catholique doit respecter l'autre, doit respecter sa religion. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où il fait bon vivre, un monde de paix et de tranquillité. Le nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri, a indiqué que tous les peuples forment une seule communauté et une seule origine. C'est très important pour nous, comme membres des différentes traditions religieuses, de nous rencontrer pour connaître l'histoire, la tradition de nos frères et sœurs, et aussi pour travailler ensemble dans le milieu social, par exemple, projet d'éducation, projet de santé, en faveur de la réconciliation pour demander ensemble à tous nos frères et sœurs de différentes traditions religieuses le don de la paix. La journée nationale du dialogue interreligieux a été marquée par deux événements majeurs. Le cinquantenaire de la déclaration Nostra Aetate et le trentenaire sur la rencontre d'Assise sur la paix. Plusieurs confessions religieuses ont participé à la cérémonie. De l'autre côté du globe, les forces irakiennes ont lancé une vaste offensive terrestre pour reprendre les villes de l'Ouest aux mains du groupe État islamique. Ces forces progressent sur la rive ouest de Mossoul et ont repris 5 villages. L'objectif visé est clair, chasser le groupe État islamique de son dernier bastion en Irak. La première phase de l'opération pour l'ouest de Mossoul est de reprendre l'aéroport et une base militaire. Qui succédera à Rafael Correa à l'issue de la présidentielle en Équateur? Qui a assassiné le demi-frère du dirigeant nord-coréen? Quelles sont les conclusions des deux importantes réunions de la semaine? L'OTAN et le CETI, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Autant de sujets, vous l'avez compris, que nous développons maintenant dans le 7 sur 7, l'actualité qui résume les faits importants de la semaine à travers le monde. Le 7 sur 7, c'est avec Sidonie Davila. Le principal conseiller à la sécurité de Donald Trump, Michael Flynn, a démissionné lundi. L'ancien général était au centre d'une controverse pour avoir évoqué avec des diplomates russes les sanctions visant Moscou alors qu'il n'avait aucune fonction officielle. Aujourd'hui, 4 candidats sont en lice pour le remplacer. Lundi également, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné à l'unanimité le tir de missiles effectué dimanche par la Corée du Nord, tout en appelant les États membres à faire pression sur Pyongyang pour l'obliger à abandonner ses ambitions militaires. Une chaîne de télévision sud-coréenne a rapporté mardi le décès de Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Âgé de 45 ans, le fils aîné de l'ex-dirigeant Kim Jong-il aurait été empoisonné par des aiguilles par 2 femmes non identifiées à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Kim Jong-nam, un Nord-Coréen a été arrêté tandis que 4 autres suspects sont recherchés. Après plus de 7 ans de négociations, de rebondissements, le Parlement européen a approuvé mercredi à Strasbourg le CETA, un accord controversé de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le test pourrait entrer en vigueur provisoirement le 1er mars prochain en attendant sa ratification par les parlements nationaux des membres de l'Union. Une autre réunion, un autre rendez-vous. Jeudi, les 28 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. Au terme de 2 jours de discussion axés sur l'adaptation de l'Alliance, les ministres sont arrivés à un environnement de sécurité plus exigeant qui passe par un renforcement de la présence militaire de l'Alliance à l'est de l'Europe. Le patron de Samsung, le plus grand conglomérat de la Corée du Sud, a été placé en détention provisoire vendredi.
Lee Jae-yong, 48 ans, le fils du président du groupe, est accusé d'avoir versé près de 40 millions de dollars de pots de vin à la confidente de l'ombre de la présidente Park Geun-hye en contrepartie de faveurs politiques. Cette arrestation porte un nouveau coup dur à l'image de marque du groupe Samsung. Aux Philippines, plus de 6 000 personnes ont été tuées depuis que le président Rodrigo Duarte a lancé sa guerre contre la drogue. Samedi, des milliers de catholiques ont manifesté à Manille, dans la capitale, à l'appel de l'Église catholique contre les meurtres de la guerre anti-drogue. Qui sera le successeur de Rafael Correa qui, après 10 ans au pouvoir, ne se représente plus? Quelques 12,8 millions d'Équatoriens doivent désigner ce dimanche le prochain chef d'État de l'Équateur parmi 8 candidats. Pour l'emporter, le futur président doit recueillir au moins 40% des voix avec 10 points d'avance sur le candidat suivant. Et on termine en sport football. Le Sowe Sport de San Pedro a été battu en match retour par l'équipe de Port Authority de la Gambie. Les vice-champions de Côte d'Ivoire n'ont pu faire mieux qu'un match nul cet après-midi au stade Robert Champrou de Makori. L'aventure 2017 de la Ligue africaine des champions s'arrête donc ainsi pour le Sowe Sport de San Pedro. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et bonne reprise demain.